conférencier, égyptologue. Il nous vient directement d'Alexandrie. Il a étudié à l'université d'Alexandrie l'histoire de l'art et de l'égyptologie. Il a suivi l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à Paris-Sorbonne. Il a participé à de nombreuses émissions télévisées égyptiennes, allemandes et françaises. Et ce soir, comme vous le savez, il va nous parler d'Imhotep et des architectes de génie. C'est à toi, Chérif, je te passe la parole. Déjà, je commence par vous saluer, vous qui aimez l'Égypte. Nous sommes tous là-dedans, l'amour de l'Égypte. Vous avez remarqué que le titre de la conférence, c'est pas l'architecture égyptienne ancienne, c'est les architectes, donc les grands hommes. Et les architectes, ça m'a toujours intrigué. Donc, ça a commencé dans ma jeunesse. On était un groupe de jeunes et j'avais un de mes collègues qui était architecte. Et chaque fois qu'il prenait une décision, il faisait des tableaux de comparaison et d'analyse. Donc, pour l'achat d'un projecteur vidéo VHS à l'époque, il faisait un tableau avec des comparaisons techniques très compliquées et finalement, il n'achetait pas le meilleur, mais il faisait un tableau. Et pour toute sa vie, était des tableaux de comparaison et d'analyse. Il m'a tellement influencé que quand j'ai épousé ma femme, j'ai fait un tableau. Je vous jure, j'ai fait un tableau. Toutes les filles qui sont susceptibles de m'accepter, donc je donnais des notes sur 10 pour la beauté physique, la beauté intellectuelle, la culture, la famille, tout. Et puis, ça donne une note sur 100. Et finalement, je me suis dit, et le destin là-dedans, donc j'ai laissé à Dieu une marge pour me guider dans le choix de ma femme. Donc, la première dans la liste, c'était ma femme. Et je me suis dit, si elle ne répond pas, je passe à la suivante. Si elle répond, elle me dit, je ne suis pas libre. Je passe à la suivante. S'il y a n'importe quel obstacle, c'est ça la part de Dieu dans mon tableau. 30 ans ont passé. Et bien sûr, j'ai eu la chance, elle m'a accepté et je vis heureux depuis 30 ans. Mais 30 ans après, on prenait le dîner au bord de la mer, dans un resto de fruits de mer à Alexandrie, avec mon oncle, qui est architecte. Et enfin, il a fondé à l'université du Caire la section informatique. Et il est ingénieur, diplômé de la Polytechnique. Donc, on dînait, et puis il me racontait sa vie. Et puis il m'a dit, et quand j'ai épousé ma femme, je fais un tableau. Alors, Eva et moi, on l'a regardé, non. Donc, finalement, c'est caractéristique, un architecte, c'est spécial. Vous voyez? Donc, cette conférence n'est pas sur l'architecture, c'est sur les architectes. Donc, c'est pas trop tard si vous vous êtes trompé de sujet de partir, mais sinon on parle architecte. Donc ça commence là. Il y a une tombe très peu connue, une tombe funéraire dans l'Égypte ancienne, dans un endroit très peu connu. Je l'appelle la vallée des militaires. C'est au sud de Luxor. Et il y a une tombe qui n'est pas très décorée, qui n'est pas très colorée. Bonjour. Dans cette tombe très peu connue, il y a le texte biographique le plus important jamais trouvé, sûrement de toute l'histoire de l'Égypte, et peut-être jamais trouvé tout court. Dans ce texte, en fait, l'Égypte, ceux qui connaissent, nombreux parmi vous connaissent l'histoire de l'Égypte. Donc, l'Égypte a failli disparaître 1000 ans plus tôt. Il y a toujours eu des peuples qui ont squatté le pays, ce qui était normal à l'époque. Comme maintenant, tout le monde va aux États-Unis pour essayer de chercher une meilleure vie. Et donc, l'Égypte, c'était les États-Unis de l'époque puissance 10. Et, par exemple, quand tu étudies l'histoire de l'invasion arabe, en Égypte, on n'appelle pas l'invasion arabe, on l'appelle la libération arabe. Donc, les Arabes n'ont pas
envahi l'Égypte, ils n'ont pas occupé l'Égypte, ils ont libéré l'Égypte. Donc, ça s'enseigne dans toutes les universités. Donc, il te dit, une armée arabe de 4000 hommes, 4000 soldats ont occupé l'Égypte. C'est pas logique. L'Égypte, c'est 2 fois la surface de la France. Tu n'occupes pas l'Égypte avec 4000 Arabes. Ce qui manque, l'histoire est véridique. Il y avait 4000 soldats arabes. Mais il y avait déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'Arabes qui vivaient autour des villes, dans des favelas et dans les montagnes. Et quand les Égyptiens avaient besoin de main-d'œuvre, ils faisaient appel, il vient, il travaille toute la journée et tu lui donnes un bout de pain. Vous voyez? Donc, quand il y a une armée de 4000 Arabes qui ont envahi l'Égypte, qui occupent l'Égypte, ils avaient déjà des milliers et des milliers et des milliers de leurs qui vivaient dans des conditions très sévères autour des villes égyptiennes. La même chose pour les Hyksos. Donc, vers l'an 1800 avant Jésus, un peuple qui vivait en Iran, mais ce n'étaient pas des Perses, c'était des Indo-Européens, on les appelle les Hyksos, ils sont venus en Égypte, petit à petit, progressivement, famille par famille, couple par couple, individu par individu, sur des dizaines d'années, leur nombre est devenu si important qu'ils ont occupé le nord de l'Égypte. Et c'était presque la fin. C'était en l'an 1800 avant Jésus. Donc il n'y aurait jamais eu Ramsès, il n'y aurait jamais eu la vallée des rois. Luxor ne serait jamais devenue la capitale de l'Égypte. La moitié de l'histoire égyptienne n'aurait jamais eu lieu à cause de cette infiltration. Ce n'était pas une occupation, c'était une infiltration des réfugiés, mais par dizaines de milliers. Ils ont occupé le nord, et ce monsieur, il raconte dans sa tombe comment l'Égypte les a chassés, et lui et ses amis, entre autres le roi d'Égypte, ils ont fondé la vallée des rois, la vallée des reins, la vallée des nobles et des artisans, la vallée des militaires, la vallée des singes, Karnak, Luxor, une civilisation immense qui s'est tellement propagée que la zone d'influence politique de l'Égypte est devenue représenter 1/6 du monde connu à l'époque. Vous voyez, grâce à ce monsieur-là qui a fait cette biographie. Dans sa tombe, j'ai étudié ce texte. L'hiéroglyphe, ça ne se lit pas. Tu ne lis pas un texte hiéroglyphique. Tu l'interprètes, tu l'analyses, tu l'étudies. Tu ne peux pas lire des hiéroglyphes que tu n'as pas étudiés. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de voyelle. Il n'y a que des consonnes dans les hiéroglyphes. Donc j'ai étudié ce texte. Ça commence comme ça. Jedef. Donc Jedef, il dit Jeden nef entenu, qui dira à vous, Rech, c'est la vérité absolue. Donc, le texte commence comme ça, il dit qu'il vous dira toute la vérité, et rien que la vérité. Et c'est très très fort quand tu étudies le texte. D'accord? La phrase suivante, c'est ça. Il dit, Io, Ren, En, Ren, M, Iret, NF. Io, il est dit, ou c'est voilà. Io. Ren, c'est le nom. C'est pourquoi il a mis une bouche, tu vois les lèvres là. Et il fait comme ça. En fait, c'est la réputation. Enfin, très intéressé, Jean-Yves Pensé. Monsieur Pensé est un architecte, donc il fait partie des gens particuliers dont je vais parler. Et on a visité l'Égypte, j'ai eu le plaisir de le guider il y a 15 ans. Les hiéroglyphes l'ont tellement intéressé que 10 ans après, on était au musée de Turin, assis par terre, en train de déchiffrer les hiéroglyphes, et les gens tournaient autour de nous très intrigués, donc ça va t'intéresser, Jean-Yves. Donc, il est dit que la réputation, tu vois comment il fait le nom, la réputation, que la réputation, tu vois le bras qui fait comme ça, d'un valeureux, d'un courageux. Il est dit que la réputation d'un courageux réside M, Iret, NF. Iret, ça c'est faire en hiéroglyphe. D'accord? Sa réputation réside dans ses œuvres. Ça c'est faire en hiéroglyphe. Sa réputation réside dans ses œuvres. Et là, quand je vais parler des architectes, un architecte écrit avec la pierre.
Tu sais, la photographie. Photo, c'est la lumière. Graphie, écrire. Un photographe, il écrit avec la lumière. Et un architecte, il écrit avec la pierre. Donc, il est dit que la réputation d'un valeureux réside dans son œuvre. C'est ça ce qu'on va voir, c'est ça ce qu'on va étudier. Et puis ça ne s'arrête pas là. Ça c'est la continuation de la phrase. Réside dans ses œuvres. Et il y a deux bras qui font comme ça. Tu le vois? Vous le voyez? Ça c'est non en hiéroglyphe. C'est la négation. Vous voyez? Et ne pas. Et ne pas. Hitem, c'est disparaître. Ne disparaîtront jamais. Ne disparaîtront pas. Emta. Les Égyptiens anciens, pour écrire le mot terre, ils dessinaient une ligne, la terre. Emta, peine de cette terre. Jets pour l'éternité. Ça, c'est le mot éternité en hiéroglyphe. Donc, il est dit que le nom de quelqu'un, sa réputation, son nom, le nom d'un valeureux ne disparaît pas. Son nom est dans son œuvre et il ne disparaît pas de cette terre jamais. Et puis, il commence l'histoire, la vérité qu'il prétend raconter. Il nous raconte l'histoire de l'Égypte. En fait, l'histoire de France, il n'y a pas un livre qu'on a trouvé, les historiens n'ont pas trouvé de livre où il y a l'histoire. Louis XII, il a fait, Louis XIII, il a fait, Louis XIV, il a fait, François Ier, je l'ai oublié, après Louis XII. Et il n'y a pas de livre où il y a l'histoire de l'Égypte. L'histoire, on l'a trouvée par bribes. Mais ça, c'est le seul cas de toute l'histoire de l'égyptologie depuis le déchiffrement en 1822 et jusqu'aujourd'hui, où il y a une partie de l'histoire de l'Égypte écrite, récitée. Et on a trouvé une autre copie à Luxor. Donc, ça devient histoire. Mais de quelqu'un d'autre, une autre famille raconte la même histoire, une princesse raconte la même histoire. Bon. Donc là, voilà l'Égypte. Imagine qu'à la place du Caire, il est écrit Memphis. En fait, l'Égypte, c'était énormément de royaumes vers l'an 3500 avant Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour la datation. Quand tu regardes un reportage à la télé, il te dit Ramsès, c'est 1256 avant Jésus. En fait, on est à 3 siècles près. Il te dit 1256. Pas 57, pas 58, 5. On est à 3 siècles près. Donc la pyramide de Khéops, dans la majorité des livres, il est écrit que c'est 2650 avant Jésus, mais la géologie et la biologie confirment c'est 3000 avant Jésus. Il y a les morceaux de bois qu'on a trouvés dans la pyramide de Khéops, on les a analysés, carbone 14, 3000. Donc il y a 300 ans qui manquent dans l'histoire égyptienne. On peut chercher ça. Bon. De royaumes et des villes qui avaient un concept à part de la vie. C'est-à-dire, à Memphis, ils adoraient l'obscurité. Quand tu vis en Égypte, il fait très chaud. Donc il y avait des gens qui adoraient l'obscurité la nuit. Ce sont les adorateurs de Ptah. Il y avait d'autres qui adoraient la lumière. Le soleil, ça on le sait, Ra, le Dieu créateur. Et puis il y avait des gens qui appréciaient la science. Donc il y a une ville qui s'appelle Hermopolis. Hermès, c'est Thoth, le dieu des connaissances, de la sagesse, des sciences. Et c'était là, en Moyen-Égypte. Et jusqu'à maintenant, il y a des galeries souterraines à cet endroit-là. On trouve des milliers de momies d'ibis et de babouins, les représentations de Thoth. Et à Luxor, ils adoraient le secret, l'énigme. D'ailleurs, ceux parmi vous nombreux qui ont visité Abou Simbel, au fond du temple d'Abou Simbel, il y a des statues. Ramsès au milieu, il rassemble en lui toutes les facultés divines. Tu vois, pour les musulmans, on dit Al-Fattah, Al-Alim, Al-Razzaq, tous les noms de Dieu, ce sont ses facultés. Donc, à Abou Simbel, il y a Ramsès qui rassemble en lui toutes les facultés de Dieu, tous les avantages de Dieu, tous les adjectifs de Dieu. Et autour de lui, il y a Amen, Amon,
Amen, en hiéroglyphe, veut dire l'imperceptible. Celui qui existe, même si tu ne peux pas le voir. Amen, Amoun, Toutankhamon. En fait, malheureusement, Jean-François Champollion l'a traduit, l'a lu Toutankhamon. En fait, c'est Toutankhamen, Amen. L'image vivante d'Amen, le caché, l'imperceptible. Et puis, Ra, c'est l'ostentatoire, le créateur, le soleil. Et Ptah, c'est la troisième divinité, c'est l'obscurité. Donc, Dieu, en fait, le divin prospère dans l'obscurité. Dieu, il est obscurité, il est lumière, comme chez les musulmans, et il est caché, il est Amen, Amin. Vous voyez donc les trois représentations de Dieu, Amen. Et les voilà les villes qui chacune apprécie un tel aspect de Dieu. Et on va s'approfondir là-dedans. Et ils avaient une seule chose en commun. Parce que dans le nord, ils étaient grands, blancs, aux cheveux soyeux. C'était des Méditerranéens. Dans le sud, c'était des petits, avec la peau très mate, les cheveux crépus. C'était vraiment deux pays différents. Mais ils avaient deux choses en commun. Ils parlaient la même langue, parlaient égyptien. Donc l'égyptien n'a rien à voir avec les autres langues. Et elle était parlée nulle part au monde que dans cette vallée. Vous voyez? L'égyptien. Donc ils ne parlaient pas hiéroglyphe. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont jamais visité l'Égypte. Ils parlaient égyptien. Ils écrivaient en hiéroglyphe. Et ils avaient plusieurs écritures. Il n'y avait pas que des hiéroglyphes. Donc les hiéroglyphes, les hiératiques, les démotiques, le copte, tout ça c'est des écritures, mais il n'y a personne qui parlait hiéroglyphe, il parlait égyptien. Et voilà. Et la deuxième chose en commun, c'était le fait que l'Égypte entière respectait le math. Donc quand je vous parle, nous on aime l'Égypte. On n'aime pas Alexandrie et le Caire. À Luxor non plus. On aime ce que représente le pays. L'Égypte est une métaphore, c'est un principe. C'est très intellectuel. Et c'est le début de la conscience. Il y a un égyptologue qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Il a écrit, mais il est très célèbre, ça me viendra. Il a écrit, quand il a voulu écrire l'histoire de l'Égypte, il l'a intitulé « L'aube de la conscience ». C'était la première fois que la civilisation humaine a décidé de mettre en avant la conscience. L'aube de la conscience. James Henry Breasted, il s'appelle l'égyptologue. L'aube de la conscience. Et c'est le meilleur livre sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Mais c'est... Bon. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est le principe du math. Le principe du math, ils ont cru que l'univers est géré par un nombre de règles. Et ces règles sont nobles. Et celui qui déroge à ces règles, il le paiera. Dans cette vie ou dans la suivante. Mais il le paiera. Et déroger au math, pas seulement, c'était inacceptable, mais parfois, il y avait des punitions. Donc le math, c'est le respect, par exemple, pour un architecte, il n'a pas le droit de construire moche. Il n'a pas le droit de construire éphémère. Il n'a pas le droit de construire inutile. Si tu construis utile. Si tu construis beau. Et si tu construis durable. Et tu ne déroges pas à ces règles. Et vous allez le voir. Pour un pêcheur, tu n'as pas le droit de polluer le Nil. Sinon, tu le payeras. Pour un agriculteur, et ainsi de suite. Donc, il y avait des règles de maths. Et tu n'avais pas le droit de déroger. Et ça, on va... Il va au paradis, si le cœur est plus lourd que la plume, tu vas en enfer. En fait, c'est pas une plume, c'est un principe. Et le cœur, c'est ce qui est dans le cœur. Il croyait que dans le cœur, il y avait les intentions. Le cœur est le siège des intentions. Donc, il pesait tes intentions contre une plume, contre un principe. Si tu as de bonnes intentions, tu vas au paradis. Si tu as de mauvaises intentions, ce sont les intentions qui comptent, pas les faits. Parfois, tu fais très mal à quelqu'un, mais ton intention, c'était de lui faire du bien. Paradis.
Tu as fait mal, mais paradis, parce que tu vois la différence. Bon. Donc là, on voit l'Égypte dans son contexte. Et de ce côté, on voit, en fait, l'Égypte a une partie en Asie, une partie en Afrique. Et quand on a creusé le canal de Suez, c'était pendant le 19e siècle, et la France a un rôle à jouer là-dedans. Ça a séparé l'Asie jusqu'à ce moment, jusqu'au creusement du canal de Suez. L'Asie et l'Afrique se touchaient. En fait, on pouvait passer à pied de l'Afrique à l'Asie. Mais le canal de Suez a séparé l'Égypte en deux parties et il a séparé l'Asie, deux continents, l'Asie de l'Afrique. Et maintenant, en ce moment, ça s'écarte de 11 cm par an. Donc, dans 10 ans, ça s'écarte d'un mètre. C'est rien. Mais dans plusieurs siècles, c'est énorme. Bon. Et puis, là, voilà la Méditerranée, l'Asie mineure, et la Grèce, et le Nil, l'étendue de l'Empire égyptien, se calculait en cataractes. En fait, sur le fleuve Nil, il y a des rochers qui séparaient les empires, parce que tu ne peux plus continuer par voie fluviale. Donc, par exemple, dans les historiens, ils disent, à l'époque de Ramsès II, l'Égypte a atteint la troisième cataracte. Non, la troisième cataracte, là. Et puis, à l'époque de Thoutmôsis III, elle a atteint la cinquième cataracte, donc 5000 km. Cette partie, parce que l'Égypte, elle a été influencée par l'Asie mineure vers l'an 5000 avant Jésus. En fait, malheureusement, énormément d'égyptologues, d'historiens, de guides, quand ils parlent de l'Égypte ancienne, ils ont une obsession. Les Égyptiens ont été les premiers à faire ça. Ils ont été les premiers. C'est quoi cette obsession d'être le premier? Donc, par exemple, je vous donne un exemple. C'est très récent, le fait relativement, que l'homme a domestiqué le blé. L'homme a domestiqué le blé vers l'an 6000 avant Jésus. Et c'était en Asie mineure, justement. Donc on n'a pas été les premiers. En Égypte, on dit, les Égyptiens ont appris au monde comment cultiver, nous sommes les premiers. Non, on n'est pas les premiers. On a eu 1000 ans de retard. Donc en Asie mineure, ça a commencé en l'an 6000 avant Jésus. Et en Égypte, on a commencé à cultiver le blé en l'an 5000 avant Jésus, 1000 ans après. La Mésopotamie nous a précédés en matière d'astronomie. On n'est pas les premiers. Mais on a respecté le Maat. Et ça c'est très 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 important, vous allez le voir. L'Espagne a cultivé le blé en l'an 1000 avant Jésus. C'est fou. Le fait qu'ils ont eu 5000 ans, en parlant 5 milliers d'années de retard entre l'Asie mineure et l'Espagne. Vous voyez? Et c'est pourquoi on dit que l'histoire en Europe, en France par exemple, l'histoire commence en l'an 600 avant Jésus. En Égypte, ça a commencé en l'an 3200, 3300 selon les estimations. Donc, l'histoire ne commence pas dans le monde entier au même moment. J'essaie de vous occuper pendant que Alexandra... Je me suis dit, je vais aller chronologiquement, ce qui est logique. Donc, on parle d'abord du père fondateur de l'architecture, selon les historiens et selon les Égyptiens anciens, Imhotep, et après, on va vers les autres architectes. Mais imaginez si je termine par la Tour Eiffel. Donc, en fait, je me suis dit non. On va regarder les architectes, d'où leur est venu ce savoir. Et on remonte les siècles. Et on termine par Imhotep. Qui t'a enseigné ça? On remonte à Callicrates. Et puis on remonte à Thalès. Et puis on remonte à Rechmira. Jusqu'à Imhotep. Et même une partie avant Imhotep. Vous voyez? Ainsi on termine par grandiose. Je déteste le flashback. Mais dans ce contexte, vous allez comprendre. Tu vas me dire, oh, shérif, il va nous parler de ça parce que nous sommes français, et puis il a intérêt, ça va nous faire... Non, vous allez voir. En fait, quand je vais parler d'Imhotep, quand je vais parler
de Kallikrates. Il y a beaucoup d'architectes, mais les grands architectes introduisent dans l'architecture des principes révolutionnaires. Tu vas me dire, c'est une antenne? Non. En fait, l'usage de l'acier est révolutionnaire. Et Gustave Eiffel a une relation avec l'Égypte. Il y avait une époque, l'Égypte était si puissante que tout se passait en Égypte d'abord. Moderne, une époque moderne. Par exemple, les Frères Lumière, leur première projection cinématographique, c'était 1895. C'était à Paris. Deuxième, Alexandrie. Dans l'histoire de la cinématographie. Alexandrie. C'était le Khedive Abbas Helmi, Abbas II. Il les a fait venir et ils ont fait une projection. Après Alexandrie, le Caire. Troisième, le Caire. Dans un hammam. Et après, le hammam est devenu une salle de cinéma. Donc il a fait venir les Frères Lumière, mais aussi, avant lui, le Khedive Ismaïl, il a fait venir Gustave Eiffel, qui a fait la tour Eiffel. Il lui a dit, maintenant, c'est l'Égypte. Alors, il a construit 2 phares. Un phare dans le nord, dans la Méditerranée, un phare dans la mer Rouge, un phare. Vous voyez? Et il a construit dans le jardin zoologique du Caire un pont suspendu. Et pas que. Donc, comme vous le voyez, Gustave Eiffel, et puis la construction du... et le voilà, le pont suspendu qu'il a construit au Caire. Donc même quand on n'avait plus de grands architectes, dans les époques de puissance, on faisait venir les grands architectes. Mais plus important, il y a eu un peintre sculpteur qui s'appelle Bartholdi. Il a fait un voyage touristique, comme vous, en Égypte. Et il a vu les colosses de Memnon, ça l'a tellement impressionné. Les colosses de Memnon, c'est un bloc de 750 tonnes. 750, une pierre. 750 000 kilogrammes en un bloc, il y en a 2. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment ils les ont déplacés sur Terre, parce qu'il n'y a jamais eu, ça a été étudié, il n'y a jamais eu assez d'eau dans le fleuve Nil pour porter 750 tonnes. Parce que tu sais les règles d'Archimède, il faut un radeau qui porte jamais. Donc ça a été tiré sur Terre. Comment? On ne sait pas. Donc il a vu les colosses de Memnon. Donc là c'est un seul bloc. Un homme serait de cette taille-là. Comme à côté. Donc ça a tellement impressionné, il a voulu offrir à l'humanité ou construire pour l'humain et pour l'humanité une statue. Alors, il a fait ça. Tu vas me dire quelle est la relation avec l'Égypte. Je t'explique. Donc, à l'époque, l'Égypte était si puissante, c'était à l'époque d'un roi qui s'appelle Ismaël, qu'il a proposé au roi d'Égypte, je suis sculpteur et je vais te faire une statue à l'entrée du canal de Suez que le monde entier va voir. Et chaque bateau qui traverse le canal de Suez va voir cette statue. Il lui a dit, elle ressemble à quoi cette statue, Bartholdi? Il lui a dit, ça sera une paysanne égyptienne avec un djellaba. Et elle tient une lampe, et puis tous les bateaux vont voir ça. Et combien ça va en coûter? Bartholdi, il lui a dit, ça sera trop cher. Il lui a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, c'était pas seulement l'argent, c'était surtout le temps. Que ça ne soit pas présent lors de l'inauguration. Parce qu'il voulait impressionner ses invités. Alors, il est allé aux Américains. Si tu cherches sur Internet, tu ne trouveras pas ça. Tu trouves que les États-Unis ont demandé... Non. Je te donne une autre version de la vérité. D'accord? Donc, là voilà le dessin qu'il a présenté au roi Ismaël, le roi d'Égypte. Et comme ça ne s'est pas fait, c'est devenu ça. Et quel est le rôle de Gustave Eiffel? En fait, c'était pour donner la colonne vertébrale ou soutenir le corps de la statue. Et puis, donc, on va remonter vers Léonard da Vinci. Et là, tu vas me dire, mais il n'y a aucune relation aussi.
En fait, ceux qui ont étudié un peu l'histoire de Léonard de Vinci, il est autodidacte. Il n'a jamais été académique, il n'est jamais allé à l'université, il n'a jamais eu de professeur. Il a appris un peu tout ce qui est artisanal, il s'est construit. Et puis, le monsieur est tellement intellectuel, il a appris le latin. Et on ne lui a pas enseigné le latin. Dans son âge adulte, il a appris le latin pour lire des architectures de Vitruvius. Déjà, tous, vous avez entendu parler de Vitruve. Parce que, obligatoirement, des gens cultivés comme vous, vous avez vu l'homme de Vitruve par Léonard de Vinci. La vérité, c'est que ce n'est pas Léonard de Vinci, c'est Vitruve. Mais Léonard de Vinci, c'est 15e siècle. Vitruve, c'est 1er siècle. Il y a 1500 ans. Donc, il a appris le latin pour étudier une œuvre qui est ancienne de 1500 ans. Et dans cette œuvre, Vitruve, il n'a pas dessiné, mais il a donné les proportions parfaites d'un homme, dont le nombril sera au centre du cercle de l'univers, et les génitaux au centre du carré des connaissances. Vous allez voir. Donc, voilà, l'homme de Vitruve. Donc, son nombril est au centre du cercle de l'univers. C'est métaphorique. Et ce sont les proportions parfaites d'un homme. Et ses génitaux au centre, le diagonal et l'autre diagonale au centre du carré. Et il n'a pas inventé ça. Il a tout simplement dessiné les proportions de Vitruve. Qui est Vitruve? Le voilà. Donc, César, c'était juste avant Jésus. Et puis, il est mort assassiné, comme vous le savez. Et puis, il y eut Octavius, le petit frère d'Octavia, la première épouse de Marc-Antoine, qu'il a délaissé pour épouser Cléopâtre. Et qui est devenu l'empereur Octave Auguste. Donc, il a été l'architecte de César et de Octave Auguste. Et il a écrit la Bible des architectes, Die Architektur. Ça a été traduit en français, donc de l'architecture de Vitruve. Et quand tu lis ça, tu trouves qu'il a respecté le math. Donc, Venustas, beauté. Tu n'as pas le droit de construire moche. Filinitas, solidité. Tu n'as pas le droit de construire éphémère. Ça doit être durable. Et utilitas, ça doit être... C'est beau, ça sert à quoi? Vous voyez? Donc, ces règles-là avaient été appliquées par Imhotep, vous allez le voir, 3000 ans avant Vitruvius. 3000 ans. Et Vitruvius les applique telles quelles. Est-ce que quelqu'un les lui a enseignées? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Est-ce qu'il y a eu une relation avec l'Égypte ou avec Imhotep? Et puis César, Octave Auguste. Et puis, donc, il y a des gens qui ont essayé d'étudier d'où vient le savoir, comment ça s'est déplacé entre Rome, Athènes et l'Égypte. Comme vous le savez, l'Europe, jusqu'au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est 1715-1815. Selon la majorité des historiens. Donc, avant le siècle des Lumières, l'Europe croyait que tout venait de Rome, l'Empire romain, la civilisation romaine. Et puis, après le siècle des Lumières, ils ont dit, ah ben dis donc, la Grèce était incroyable. Et après l'écheron des hiéroglyphes, l'Atlantide, l'Égypte. Donc c'est là qu'ils ont découvert l'Égypte. Et c'est là qu'on a découvert que ces gens-là allaient en Égypte pour étudier. Et comme quoi, en Égypte, il y avait une science incroyable. Par exemple, les règles d'Archimède, quel bloc, combien il pèse, quel est le radeau qui va le porter, et tout ça. C'était enseigné à Alexandrie sur les bases des mathématiciens égyptiens qui sont les disciples d'Imhotep. Donc, tu remontes et on remonte à Imhotep.
Et puis, étrangement, ils l'ont pas mis Callicrates et Ictinos. En fait, ce sont ceux qui ont construit le Parthénon, ceux qui ont visité la Grèce sur l'Acropolis. Il y a le Parthénon, donc ils font partie de ces architectes illustres. Et heureusement, ils ont mis Héron d'Alexandrie. C'est notre Léonard da Vinci. En fait, Héron d'Alexandrie, c'est le 1er siècle après Jésus. Il est presque contemporain de Vitruvius Vitruve, qui a écrit des architectures. Et Héron d'Alexandrie, tu te rappelles de Léonard da Vinci, qui n'a pas eu d'enseignement et qui a écrit dans tous les domaines. Héron d'Alexandrie, il a fait des études sur la pression de la vapeur. Tu vois, quand on a fait des moteurs à vapeur, je ne sais pas, au 1er siècle après Jésus, à la bibliothèque d'Alexandrie, on étudiait la théorie d'utiliser la puissance de la vapeur à bouger les choses. Héron d'Alexandrie. Léonard da Vinci d'Égypte. Il a des dessins comme ceux de Léonard da Vinci. Donc, mais Héron d'Alexandrie, c'est le 1er siècle après Jésus, hein, comme Vitruve. En fait, ils sont presque contemporains. Hein, mais tu remontes, et puis tu trouves Thalès. Thalès, il était marchand. Il était un marchand. Bien sûr, illustre et tout, mais il était un marchand. Il est venu en Égypte, il est devenu Thalès. En fait, il y avait une époque où le voyage en Égypte changeait la vie d'un homme. Thalès est devenu Thalès après la visite de l'Égypte. Il a étudié la pyramide, il a étudié la science égyptienne, il a étudié la mathématique. Hein? Et puis, voilà le Parthénon, Ictinos, Callicrates, et on passe au 5e siècle après Jésus, Sainte-Sophie, qui est devenue malheureusement une mosquée. Moi, j'étais très content quand c'est devenu un musée. C'est-à-dire, c'était la plus belle et la plus grande des cathédrales du monde entier au 5e siècle et 6e siècle après Jésus, parce qu'il y a eu plusieurs Sainte-Sophie, vous le savez. Et ce qui fait de cette construction quelque chose de incomparable dans toute l'histoire humaine, et c'est un Égyptien qui vous dit ça, moi je parle de la pyramide de Khéops, c'est la coupole. Construire, on a quelque chose qui ressemble à ça au Caire. Ça a été fait au 19e siècle sous le roi Mohammed Ali. Hein? On n'avait pas les architectes, justement. Alors ils ont fait une coupole en bois. Quand je visite le Caire, c'est trop beau. La mosquée d'Al-Batre, dans la citadelle de Saladin, c'est du bois, mais recouvert d'étain pour qu'on ne voit pas que c'est du bois. Parce qu'on n'avait plus les connaissances techniques. C'est fini. Il n'y avait plus les disciples d'Imhotep. Vous voyez? Donc, ça c'est de la pierre. Ça a tenu 20 ans. 20 ans. 537, 557. 20 ans. Un tremblement de terre et boum. Alors, en fait, c'est un architecte qui s'appelle Isidore de Milet. Hein? Et il y avait un mathématicien qui l'était, mais il est mort un an après. Donc, son neveu, Isidore le Jeune, il a refait la coupole, mais il a changé l'angle. Et quelle relation y a-t-il avec l'Égypte? Vous allez voir. Donc, cette coupole s'est effondrée, elle fut reconstruite 20 ans après, au 6e siècle. Okay? Et avant, en fait, ça c'est ce qu'on voyait jusqu'à Erdogan. Quand Erdogan a décidé de transformer, retransformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée, ils ont caché la Sainte Vierge et Jésus, ils les ont cachés avec des tissus. Donc maintenant, demain matin, si tu vas à la cathédrale Sainte-Sophie, tu ne vois plus la Sainte Vierge. C'est fini. Tu dois monter à l'étage et puis faire comme ça. Pour voir derrière le tissu, tu peux apercevoir très difficilement la Sainte Vierge. C'est pourquoi, et tu n'as plus accès à la partie inférieure, parce que c'est réservé aux musulmans, parce que vous voyez, c'est pourquoi la meilleure solution c'était que ce soit une mosquée, un musée pour toutes les religions.
et c'est universel, et c'est fraternel, et c'est un patrimoine de tout. Les deux temples d'Abu Simbel, c'est deux collines naturelles, et c'est l'endroit le plus sain pour les Nubiens. Les Nubiens, c'est une autre civilisation, une race nilotique, des gens trop beaux, fins, noirs, comme les Éthiopiens et les Somaliens, et c'était des ennemis de l'Égypte, et c'était un pays occupé par l'Égypte, et ils considéraient ces deux collines comme la poitrine de la terre-mère. Donc, pour eux, c'était leur lieu de pèlerinage, l'endroit le plus sacré sur la terre, et un lieu saint pour les Nubiens noirs, nos voisins du Sud. Ramsès, pour une raison, il a pris les deux mamelles de la terre et il a sculpté sa tête dessus, parce que c'était une occupation. Et c'était la grande œuvre de son époque grâce à l'orientation astronomique miraculeuse 2 fois par an, dans 2 dates précises, qui correspondent à sa date de naissance et à sa date d'intronisation, le jour où il est monté sur le trône, avec une précision absolue, un faisceau de lumière, la lumière solaire éclaire son visage, comme si l'univers célébrait sa naissance. Et ça se répète le même jour, chaque année. Donc, un miracle d'orientation astronomique. Et c'est immense. Tu ne le vois pas là, mais l'oreille de Ramsès mesure 1,05 m. Son oreille. Donc, c'est immense, et c'est équilibré, et c'est proportionné, et c'est miraculeux. Donc, tu vas me dire, c'est pas de l'architecture. N'est-ce pas, Jean-Yves? C'est une sculpture. Le temple est sculpté dans la roche. On appelle ça un spéos. Mais regarde. En fait, à l'origine, c'est le remplacement original, avant le déplacement, parce qu'on les a placés pour les sauver de l'eau, la retenue d'eau du barrage. Et le voilà le moment où le soleil éclaire son visage pour célébrer sa naissance. Ça, c'est le moment du déplacement. Mais regarde. Attends. Est-ce que vous voyez là, avant le déplacement, sur site, ce temple était rafistolé, restauré, dans l'Antiquité, pas moderne. Donc, 1, 2, 3 colosses étaient tombés par terre, et puis, quand un colosse de 30 mètres tombe par terre, c'est fini, en morceaux. Ra et Moïse, le fils de Ramsès II, il a pu soulever des colosses de plusieurs dizaines de tonnes, les remettre sur leur place. Et là, par exemple, ce sont les blocs de pierre qui soutiennent. Donc là, on voit, tu penses que c'est moderne? Non. Ça date de l'an 1300 avant Jésus. Il y a 3300 ans, et quelqu'un qui l'a rafistolé, qui l'a corrigé, qui l'a restauré. Donc là, tu vois des fissures même dans la jambe de Ramsès. Ça lui arrive même pas au genou, le fer tari. Et voilà, on voit les blocs. On voit que c'est restauré. On voit les blocs. On voit la restauration. Là, on le voit mieux. Et il a signé. Là, il y a des hiéroglyphes. Il a signé en hiéroglyphes: je l'ai restauré du vivant de mon père. Donc, le plus grand, pour être restaurateur sur cette échelle, il faut être architecte. Donc, il est resté jusqu'à l'époque de Ramsès II un tout petit peu de savoir. C'est pourquoi on remonte. Parce que plus on recule, et plus c'est grandiose. Là, on voit les pierres, et voilà le nom de Ramsès en hiéroglyphe sur les blocs qui soutiennent le bras, restaurés. Et là, ce sont des peintures du 19e siècle lors de la découverte du temple. Ah, et attendez, je recule un peu, je vais vous montrer, il est le fils de Ramsès, il est le plus ancien archéologue connu. D'ailleurs, il y a eu des expositions ici en France, je pense à Nantes, je ne me rappelle plus où, sur Ra et Moïse, et le titre, c'était le premier archéologue. Il a restauré énormément de pyramides. Et tu trouves, ça signifie que chaque fois qu'il restaure un monument, il signe. Ce qui est rare, parce que dans l'Égypte ancienne, les architectes n'avaient pas, justement, d'où l'importance de ce genre de conférence, les architectes égyptiens anciens n'avaient jamais le droit de signer leurs œuvres. Qui a fait la pyramide de Khéops? Qui a fait la pyramide de Khéops? Qui a construit cette pyramide? On ne le sait pas. Mais on va y arriver. Donc, le voilà, Ra et Moïse.
les rares représentations qu'on a trouvées de lui, ce génie qui a pu faire des œuvres miraculeuses. D'accord, donc il a restauré à Ausibel, mais pas que. Juste un exemple. À l'intérieur, donc à l'extérieur, il y a 4 colosses de 30 mètres de hauteur, 20 mètres sur le socle, gigantesque, beau et tout, mais à l'intérieur, 4 à l'extérieur et 8 à l'intérieur. 4 plus 8, ça fait 12, les 12 mois de l'année, et 4 à l'extérieur, 4 points cardinaux, 12 mois sur 12, c'est le facteur temps. Ce sont réellement pour l'éternité, et 4 points cardinaux sur 4, c'est le facteur espace, c'est un rayonnement sur l'infini. Ils avaient un hiéroglyphe pour l'infini, un hiéroglyphe pour l'éternité, le temps et l'espace. Il y a énormément de symboles. Hein? Donc, les 8 colosses à l'intérieur, ils ont l'air petits, mais c'est 10 mètres. Donc, à l'extérieur, c'est énorme, mais à l'intérieur, chacun mesure 10 mètres. Et à l'époque où ça s'est écroulé, le temple, à cause du tremblement de terre, Chaim-Moas a restauré à l'intérieur aussi. Donc, il y a 2 colosses qui ont fait comme ça. Alors, il les a remis à l'endroit, je ne sais pas comment, c'est sculpté dans la roche, et il les a soutenus par un mur pour que ça ne penche pas, pour consolider les 2 colosses. Et puis, ça fait moche. Alors, il a mis un texte dessus comme si ça faisait partie du temple. Donc, pas seulement il restaurait, mais il respectait Vénustas. Ça doit être beau. D'accord. Et puis, le temple de Luxor, en partie, a été restauré par lui aussi. Donc là, par exemple, le colosse du Box est restauré. On voit ces traces partout. Avant Chaim-Moas, il y avait un très grand architecte. Il s'appelle Amenophis, fils de Apou, le dernier architecte divinisé. En fait, quand j'ai parlé de Léonard da Vinci, vous avez vu passer vite fait la représentation de Louis XII. Chacun de ces architectes de génie, il y a quelque chose qui l'a aidé, le fait qu'il y eut un roi qui a été fasciné par lui. Donc, par exemple, Léonard da Vinci, vous le savez, Louis XII, il disait, c'est le plus cultivé des hommes. Il n'y a jamais eu un homme plus cultivé. Et il est mort à l'époque de Louis XII, et il lui a fait tout ce qu'il lui a fait. Donc, Amenophis, fils de Apou, il eut un roi, un pharaon, qui était fasciné par lui, et c'était Amenophis III. Le père d'Akhenaton, le beau-père de Nefertiti, un des plus grands rois égyptiens anciens de tous les temps. Il était fasciné par Amenophis, fils de Apou, qui était philosophe, architecte, scribe, astronome, et ces statues le représentent très grassouillé. En fait, ça c'est dans les symboliques artistiques égyptiennes anciennes, c'était très positif. C'est-à-dire qu'il a exercé un métier qui ne nécessite pas de bouger. Vous voyez? Donc les plis dans le ventre, c'était extrêmement positif. Amenophis, fils de Apou. Et regarde, il est fier de son origine parce qu'il a commencé comme scribe. Donc là, sur l'épaule, il y a mieux. Là, sur l'épaule, il y a une palette de scribe, là où il y a l'encre rouge, l'encre noire, et il fait comme ça. Vous voyez? Et de l'autre côté, il y a un poids pour que ça ne tombe pas. Tous les scribes ont ça. Donc, il y a une symbolique dans les statues égyptiennes anciennes. Là, voilà, l'encre pour écrire. Alors, on a trouvé des dizaines de statues de lui. Vous allez le voir. En fait, le roi l'admirait tellement. Ça, c'est un cadeau royal. Parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Tu ne pouvais pas t'offrir une statue. Donc il faut que le roi redonne aux ateliers royaux faites une statue pour cet homme de génie. Et c'est une exception qui se répète tous les quelques siècles. Donc voilà, on les a trouvés comme ça, par exemple, à Karnak, lors des fouilles. Il y en avait beaucoup.
Et ça a été distribué au musée du monde. Donc tu vas au Metropolitan Museum, tu trouves une statue avec d'un homme grassouillé. Bon, tu passes devant, ça t'intéresse pas. Mais c'est un des plus grands des génies de toute l'histoire humaine, le fils de Apu. Qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé l'architecture florale. C'est-à-dire, tu vas au temple de Luxor, il y a des colonnes fasciculées, vous allez le voir. Il y a des colonnes fasciculées. Et quand le soleil se lève, il y a un jeu de lumière et d'ombre sur les colonnes. Tu es là, tu es sous le charme, et tu ne veux pas partir, et je ne sais pas pourquoi. Lui, il sait. Vous voyez? Donc, attendez. On va reculer un peu, si les colonnes sont là. Ah, obligatoirement, on va passer par les colonnes. D'accord. Et le voilà, Aménophis III, le roi qui a été fasciné par Aménophis de Apu. Il était trop beau, il avait des lèvres très charnues. C'est le beau-père de Nefertiti, le père d'Akhenaton. Hein? Très très beau, toute cette statue. Des lèvres très particulières. Tu peux le reconnaître sans besoin d'un panneau dans un musée. Voilà. Et il lui a même offert un temple. Sénémout, l'architecte d'Hatshepsut, n'a pas eu un temple. Imhotep, à notre connaissance, non. Mais un fils suisse d'Apu, il a eu un temple, comme le temple de Luxor, par exemple. Un temple, voilà. En fait, on n'a jamais trouvé le temple, on a trouvé les assises. Mais avec l'expérience, les hommes modernes, quoi, on sait qu'il ressemblait exactement à ça, pour un homme, pour un architecte. Un temple pour son culte. Ils l'ont adoré. D'accord. Donc à Karnak, les colonnes ressemblent à ça. C'est gigantesque, tu vois, plus de 20 mètres, 22 mètres de hauteur, et ça t'écrase, et c'est pharaonique. Ça, c'est le style de Karnak. Mais à Luxor, il y a ces colonnes équilibrées et fasciculées. Pourquoi fasciculées? Le guide, quand tu visites, il va te dire, ça c'est une colonne papyriforme. Ce sont des tiges de papyrus. Donc lui, il a fait les tiges. Vous voyez? Et pour rassembler les tiges, donc les voilà les tiges de papyrus. Vaut mieux utiliser ça. Donc les voilà les tiges de papyrus. Et pour rassembler les tiges, il faut une corde. Alors, là, on ne le voit pas très bien, il y a des lignes horizontales, simulacres de cordes qui rassemblent les tiges. Et puis la colonne, elle n'est pas droite, comme les colonnes grecques, ioniennes, corinthiennes. Non, elles font comme ça. Je l'accentue un peu pour que vous le voyez. Elles font comme ça. Parce que quand tu rassembles des tiges végétales avec une corde, ça les serre en haut et en bas. Ça fait comme ça. C'est des tiges serrées par une corde. Donc c'est la nature dans la pierre. D'accord? Et ça fait un effet incroyable, surtout le soir. Et puis, Aménophis fils de Apu, c'est lui. J'ai parlé tout à l'heure des colosses de Memnon, 750 tonnes, 750 tonnes, un bloc. Le monsieur, il a déplacé ces deux colosses, pas lui, il a organisé le déplacement des colosses. Et il est mort, il a été divinisé, et aujourd'hui on se pose la question, en 2025 on connaît le ADN, mais on ne sait pas comment ils ont pu déplacer avec les moyens d'époque des colosses de 750 tonnes. Et puis là c'est l'époque des scribes et des architectes, là où ça s'est démocratisé. Donc on a trouvé les brouillons des architectes. Donc par exemple, ils voudraient construire quelque chose. Là, par exemple, c'est très mignon, les poids qu'ils utilisaient. Et puis, eux, ils mesuraient leur construction au bras. Donc, il y a le bras royal, il y a le bras humain. Le bras royal, 52 cm. Et ça, c'est une règle égyptienne ancienne d'époque que les architectes utilisaient. Et ça, c'est une horloge solaire. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, le soleil d'hiver. Donc, il y a deux graduations, le soleil d'hiver et le soleil d'été, pour savoir l'heure
Tout ça a très probablement été utilisé parce que ça date exactement de l'époque d'Amenphis, fils de Apu. L'architecte qui a été divinisé, c'est la 18e dynastie, vers l'an 1450 avant Jésus. Obligatoirement. S'il y a quelqu'un qui va utiliser ça, ça sera lui. Le voilà. Et puis, avant Amenphis, fils de Apu, personnellement, j'ai découvert époustouflé une tombe à la Vallée des Nobles. Il y en a 400 à la Vallée des Nobles. C'est pourquoi on dit que un tiers du patrimoine de l'humanité réside à la rive ouest de Luxor. Et puis, il y a des gens, ils disent, c'est exagéré parce que il n'y a que la Vallée des Nobles et la Vallée des... Oui, mais à la Vallée des Nobles, il y a 400... Si tu sépares les tombes, il y a 400 chefs-d'œuvre seulement à la Vallée des Nobles. Je ne parle pas de Vallée des Rois, je ne parle pas de Vallée des Reines, Vallée des Singes, Vallée des Artisans, etc. Donc il y a cette tombe-là, c'est la tombe de Rechmira. Ceux qui ont visité l'Égypte savent que les tombes égyptiennes anciennes, tu entres dans une tombe et puis c'est comme une maison aménagée dans la montagne. Mais non. Là, le monsieur, c'est un des plus grands artistes de tous les temps. Il s'appelle Rechmira, il n'est pas très connu. Il a fait sa tombe différente de toutes les autres jamais faites, donc ça a ce plan-là. Et puis, il a faussé la perspective. Donc, tu entres dans la tombe, le plafond est très très élevé, et puis il descend comme ça. Donc, ça te donne, ça fausse la distance. Et tu sais que tous les Égyptiens étaient représentés comme ça. Non? Et on se pose la question, mais obligatoirement, c'était des gens qui faisaient parfois ou comme ça. Pourquoi toujours? En fait, c'est philosophique. Ils croyaient qu'un de ces jours, la mort est une déchirure. Ce sont deux éléments qui se séparent à regret. Et que, obligatoirement, elle reviendra. L'âme reviendra. Et ils avaient peur qu'elle ne retrouve pas sa maison, qu'elle ne retrouve pas son corps. Alors ils ont tout fait pour l'aider. Tout. Parce qu'elle reviendra, il y aura une autre vie après. Alors ils ont prévu une momie. Et ils mettaient la momie dans l'endroit le plus sec, dans la montagne. D'accord. Pour qu'elle revienne, qu'elle trouve son corps, qu'elle les retrouvaille. Et ils ont dessiné les retrouvailles, mais ça c'est un autre sujet. Et puis, et si la momie, il n'était ni stupide, ni prétentieux. Il savait que toute la momie, on n'est pas maître de la science à ce point-là. Alors, ils ont prévu des statues qui ressemblent aux défunts jeunes. Ainsi, quand l'âme accède à la statue, il ressuscite jeune. Parce que s'il représente sa statue âgée, il va ressusciter âgé. Et qui voudrait ressusciter âgé? Donc, la momie, avec un masque jeune, la statue de lui, pas forcément jeune, mais à l'époque où il est dans sa meilleure forme. Et si la statue est cassée, ce qui arrive souvent, il est représenté avec ses deux épaules, ses deux bras et deux mains droites ou deux mains gauches pour qu'on voit les 10 doigts, pour que l'âme reconnaisse le plus grand possible de son corps. Donc, cette position, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas représenter toutes les positions, mais parce qu'ils ont choisi cette position pour aider l'âme. Vous voyez? Sauf un. Donc, on parle de 3000 ans d'histoire. Sauf un. Regarde. Lui, il est artiste. Donc là, par exemple, il raconte sa vie. Il raconte comment il déplaçait les statues. Ça, c'est grâce à lui, à Rechmira, le génie. Qu'on sait comment il déplaçait les statues. Regarde le monsieur, donc il y en a des dizaines d'hommes. Et puis, regarde le monsieur là, il verse de l'eau pour que ça glisse un peu. Pour faciliter la tâche des gens qui tirent. Là, voilà. Là, il verse de l'eau par terre pour que ça glisse un peu. C'est sur un ski ou une glissière, déjà à l'époque. Il n'utilisait pas les roues exprès. Il connaissait la roue, mais il ne l'utilisait pas. Parce que vous aurez des programmes sur Arte,
sur la télévision française, où il te dit les Égyptiens n'avaient pas connu la roue. Non, ils connaissaient la roue. Il y a des représentations et tu vois un char et puis il y a quelque chose de très lourd donc le char il est là, il l'utilise pas. Et puis il utilise parce que l'Égypte est un pays de sable, de désert, et la roue ça va s'ensabler, ça va s'envaser. Donc il connaissait la roue mais il l'utilisait pas. Bon. Donc, il raconte un peu tout. Il a servi sous toutes nos histoires. Rechmira, il était, donc, voilà le roi qui était fasciné par lui. Toutes nos histoires, le neveu d'Hatshepsut. Voilà. Donc, dans sa tombe, tu as des filles qui font comme ça, hein, qui sont de profil, qui sont de 3/4. Il est artiste. Et s'il y a eu un qui n'a pas obéi à la règle, c'est Rechmira. Le seul endroit de toute l'histoire de l'Égypte où tu vois d'autres choses que ça. Vous voyez? Bon. Et là, il raconte, donc il supervisait, en fait, c'était pas que architecte, il supervisait tous les travaux, ils avaient des connaissances dans énormément de domaines. Là, en fait, elle est en train d'offrir à la dame un collier, et elle est habillée d'un vêtement léger et transparent qui dévoile sa beauté. Elles ne sont pas nues, les filles. Hein? Et là, c'est un plan d'une piscine avec des arbres autour. Il était responsable de tout ça, la pesée de l'or, l'érection des obélisques. Rechmira. Bon. Et puis, avant Rechmira, un grand maître qui a été divinisé aussi, mais qui a été très détesté aussi, donc c'était très mitigé. Il s'appelle Sénémout. On lui a trouvé 2 tombes, la tombe 71 et la tombe 353. C'était très difficile parce que maintenant, quand tu visites les tombes, il n'y a plus rien. Tu ne vois plus rien. Mais lors de la découverte des Égyptologues, les Égyptologues ont commis la faute d'enlever les gravats et l'air est entré brutalement. Donc ça a effacé énormément de choses. Il faut que ça soit progressif. Maintenant, on le sait. Donc, une des rares représentations de Sénémout dans un livre d'époque. Et là, regardez là. Je ne sais pas si vous voyez le premier signe bizarre qui fait comme ça, comme un serpent. En fait, c'est pas un serpent, c'est une langue. C'est une langue. Et c'était le mot porte-parole, spokesman. Donc il met une langue parce qu'il parle au nom d'eux, avec sa langue. Vous voyez? Donc, il était spokesman, il était porte-parole de la maison. Tu vois, ça c'est une maison vue de haut avec une porte. Donc, il était émirat, porte-parole de la maison, une maison vue de haut avec une porte. Vous la voyez, hein, de la maison de Dieu. Donc là, c'est Amen. Hein, et il s'appelle Sénémout, le monsieur. Ça, c'est son nom. Donc, si tu veux, le directeur de la maison de Dieu. Ça, c'est les plus grands postes. Mais il y en avait des dizaines de postes, et entre autres, responsable de la chambre de la reine, et responsable de la chambre à coucher de la reine, et responsable de l'endroit où elle allait aux toilettes. Ça ne veut pas dire qu'il avait accès forcément à ces chambres, mais c'était déjà un indice qu'il y avait une relation très puissante entre l'architecte divinisé et la reine de l'époque, comme Louis XII et Léonard da Vinci, comme Amenhotep III et Amenhotep fils de Apu, Hatshepsut, la fameuse femme pharaon, il y en a eu beaucoup, la fameuse femme pharaon et Sénémout. Hein? Donc, voilà. C'était pour vous montrer donc là, par exemple, il parle c'est dans un texte qui n'a rien à voir, mais c'était pour vous montrer ça. Émirat, voilà, Émirat, c'est-à-dire responsable. Et là, tu vois un homme qui porte quelque chose au-dessus de la tête, c'est les travaux de construction. Donc, Émirakat, hein, là. C'est-à-dire responsable des œuvres royales. Émirakat. Et on voit les gens déplacer ce qui ressemble à du ciment ou le matériau de construction. Si tu veux, responsable des maçons, grand architecte. Hein. Bon, overseer, là en anglais, the overseer of works. Puis il y a son nom Piatti.
Escribe aussi. D'accord. Et ça, c'est un ostraca. Ostraca, c'est un éclat de calcaire qu'ils utilisaient à la place du papyrus. Au contraire de ce que vous pensez, les Égyptiens anciens n'écrivaient pas sur du papyrus. Le papyrus était tellement précieux, il était très très rarement utilisé. C'était surtout sur la pierre qu'ils écrivaient les brouillons. Donc là, on a trouvé un ostraca de Sélémout. Ainsi, on voit comment il a été dessiné à l'époque. Et là, c'est un livre qui a été fait au 19e siècle par, enfin, bien sûr, réimprimé après, par le l'égyptologue qui a lu les textes qui n'existent plus. Vous voyez? Et j'ai trouvé ce texte-là, là. Donc, il y a une partie de ces titres. Donc, Emira, là, Emira Perwer Aman. Donc, le directeur, si tu veux, ou le spokesman, le porte-parole de la maison, de la grande maison d'Amon, parce que Amon, il avait plusieurs temples. La grande maison d'Amon, Karnak, il a entre parmi ses postes le directeur de Karnak. Et puis, responsable des deux citadelles, responsable de la bijouterie, responsable de toute la terre du roi, énormément de titres. On a dénombré une 60aine de titres. Il a eu, bien sûr, c'est pas 60 postes, mais c'est très, très honorifique. Et dans sa tombe, je vous ai dit que ce genre d'homme était très calé dans énormément de domaines. Donc, dans sa tombe, la deuxième, qui est sous le temple d'Hatshepsut, il l'a protégé même dans l'éternité. On a trouvé des cartes astronomiques d'une précision. Les planètes, les étoiles, les détails de la voûte céleste à l'époque. Et c'est une précision absolue. Et puis, sa plus grande œuvre dont il était fier, il était le précepteur de la fille d'Hatshepsut. Neferura, elle s'appelle. Donc, on a trouvé pas des dizaines, mais allez, une trentaine de statues de lui, différentes, où il a un petit enfant royal, peut-être c'est la fille d'Hatshepsut, qu'elle a eu de son frère, c'est une longue histoire, mais Thutmose II est mort jeune et c'est lui qui a élevé l'enfant. Vous voyez? Donc, toutes ces statues, il a l'enfant, précepteur de la fille d'Hatshepsut. Bien sûr, on a soupçonné que leur relation, c'est pas sûr, mais a dépassé la fascination. Regarde l'enfant, comment elle est calme dans ses bras, rassurée dans ses bras. Celle-là, elle est au musée de la place Tahrir, elle est mignonne comme tout, parce qu'il est habillé d'un tissu ample, et l'enfant, elle est calée entre ses jambes, il y a sa tête qui dépasse, et il a utilisé bien sûr la statue pour mettre une partie de sa biographie. Sénémout, il s'appelle un des plus grands architectes de tous les temps. Vous allez voir pourquoi. En fait, quand on visite Karnak, on voit, regarde le bébé enveloppé. Tu vois quand ton enfant a trop froid et que tu l'enveloppes dans le manteau. Voilà, la voilà Hatshepsut. Elle a une tête au musée du Caire et tu essayes de parler d'un sujet important et puis les gens ne t'écoutent pas. Ils regardent les grands beaux yeux noirs d'Hatshepsut, la grande reine égyptienne. La voilà, celle qui a été fascinée par lui. Donc elle a des représentations un peu masculines quand elle est devenue pharaon et des représentations très féminines. Là, celle-là, elle est au Metropolitan Museum. Avec le fait que le roi d'Égypte, pharaon, soit une femme. Alors, pour les occuper, elle n'a jamais fait la guerre. Elle les a envoyés jusqu'à la Corne africaine, au Yémen et au Djibouti, et en Érythrée. Cette partie-là, on appelle ça le pays de Punt. Et ils sont revenus avec des trésors. On dit que c'est l'époque la plus prospère de toute l'histoire de l'Égypte, les 20 ans de règne d'Hatshepsut. Merci. Et puis, en fait, Marie-Christine me limite dans le temps parce que j'ai la tchatch et je vais vous saouler.
Alors, elle me limite dans le temps pour que... Bon, c'est le maître du temps. Hein. Donc, ils sont revenus avec des trésors indescriptibles. Ils ont rendu l'Égypte très, très... Le voilà, le pays de Punt. Ils ont dessiné les huttes africaines. Les Égyptiens ne vivent pas dans les huttes ni dans la montagne. Il n'y a pas de troglodytes. Donc c'était pour eux un pays très bizarre où les gens montent, il y avait personne, même pas le roi qui montait à l'étage. C'était un immense rez-de-chaussée, l'Égypte. Donc les seuls bâtiments élevés, c'était les temples et les pyramides. Mais sinon, les Égyptiens vivaient dans un immense rez-de-chaussée. Et là, un pays bizarre où les gens accèdent chez eux avec une échelle. Et puis il y a des palmiers qui ne donnent pas de date. En fait, c'était des palmiers cocotiers. C'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient ça. Ils ont décrit ce pays. C'était la première fois où il y a des récits de voyage. Vous voyez, à l'époque, on ne voyageait pas. Et là, Hatshepsut comme un lion qui protège l'Égypte, elle est adorée. Ça, c'est le verbe adorer en hiéroglyphe. Là. Adoré par le peuple. Ça, c'est le mot peuple. C'est un oiseau puissant qui veut s'envoler, mais il ne peut pas. Il est retenu par le pouvoir royal. Donc, doit les rites adorés par le peuple. Hein. Et puis, ils reviennent avec des... C'est la première fois de l'histoire de l'art où on utilise comme symbole de paix, parce qu'ils n'ont pas fait la guerre en Érythrée et au Yémen. Ils ont fait des échanges commerciaux. Donc, ils ont ramené des produits africains et de l'or, beaucoup d'or, des arbres même, d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. Voilà, ils déplacent des arbres. Ce sont des arbres d'encens, parce que l'encens ne pousse pas en Égypte. Donc, ils ont allé jusqu'à la fin de l'Afrique noire, ils ont trouvé d'où vient l'encens. Ah, c'est cet arbre, d'accord. Ils ont arraché les arbres dans des pots, ils les ont ramenés en Égypte. Elle en a planté 2, on les a trouvés. Donc, dans le texte, elle dit j'en ai planté 2. Et puis, ils cherchent, ils trouvent des racines au 44, 1500 avant Jésus, il y a 3500 ans. Ils ont prouvé la véracité du texte. Hein. Et regarde, quand tu mets un arbre dans un pot, si tu portes l'arbre par la tige, tu lui fais mal. Alors, en fait, c'est la bonne façon de déplacer des arbres avec ce bâton auquel sont attachées les cordes. Bref. Donc, le pays de Punt. Hein. La première expédition racontée. Mais donc, parmi les œuvres architecturales de Sénémout, il a érigé le plus grand obélisque érigé en ce moment sur la planète Terre, 320 tonnes, c'est 2 fois l'obélisque de la place de la Concorde. 320 tonnes en un morceau. Pour le soulever aujourd'hui, on a besoin d'une grue de 1000 tonnes. Il n'y en a pas. Il faut la construire. Donc, on ne sait pas comment il a fait. Et il y en avait 2. Bon, on est en moins d'1 an. En fait, la France a déplacé l'obélisque, place de la Concorde, en 3 ans. Au 19e siècle, après Jésus. Sénémout, en moins d'1 an, travaillé, déplacé et érigé, en moins d'1 an, au 15e siècle, avant Jésus. 3000 ans de différence. Et c'est pour te dire le genre d'homme qu'on décrit. Hein. Et puis, en matière d'architecture, regarde ça. Tous les temples égyptiens ont une forme que vous voyez un peu. Hein. Mais lui, il a fait un temple en terrasse. Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Voilà. En fait, la montagne dans laquelle il y a le temple d'Hatshepsut ne ressemblait pas à ça à cette époque-là. C'était une montagne ordinaire qui descendait progressivement comme ça. Il a envoyé des milliers d'hommes pour travailler la montagne, pour accentuer le vertical. Quand tu visites là-bas, ça t'écrase. C'est artificiel. C'est la main de l'homme, c'est la main de Sénémout. Et puis, la partie qui manque dans la montagne, qu'il a enlevée, qu'il a supprimée, il l'a remplacée par des terrasses. Ainsi, il redonne à la montagne sa pente naturelle. Et de loin, quand tu es en hauteur, tu ne dirais pas que c'est un temple. Donc, il a respecté le mat, ne pas déroger à la nature. Vous voyez? On appelle ça l'architecture intégrée, c'est une science qu'il a inventée. En fait, ça existe
surprise, un inconnu. En fait, on a découvert, les égyptologues en faisant des fouilles, ils ont découvert qu'il y avait un bâtiment qui ressemblait un tout petit peu à ça, sans la partie où ils modèlent la nature, qui date du Moyen Empire, un roi qui s'appelle Montuhotep ibn Petra. Et c'était la fin de l'époque des pyramides. C'est la dernière pyramide jamais faite. Vous voyez? Donc, en ce moment, on a trouvé seulement ces traces-là. Là. Donc, c'était pas le temple de Sénémout, mais c'était un précurseur. La dernière pyramide de toute l'histoire de l'Égypte. Vers l'an 2000 avant Jésus, c'est à peu près 1000 ans après Khéops. Eh bien, mais regarde le site. Donc, le génie, c'est pas seulement le bâtiment, c'est où tu fais le bâtiment, pourquoi, comment, est-ce que tu vas respecter le mat, oui ou non. Et là, on voit le travail de Sénémout. Tu vois que c'est travaillé à la main. Jusqu'en bas. Et les parties qui manquent, en fait, tout ce qu'il a enlevé de la montagne, il a utilisé pour la construction, c'est intégré. Jusqu'à maintenant, c'est mon pays, je vois ça tout le temps, mais maintenant, avec vous, je regarde, et puis je dis, waouh! Regarde. Comment il a fait? Et ça, c'est le temple de Nebhepetra, Montuhotep Nebhepetra, premier roi du Moyen Empire. Montuhotep, c'est son nom. Mais on ne sait pas l'architecte qui a précédé Sénémout. On remonte vers l'époque des pyramides. Et sur le site de Gizeh, dans toutes les agences de voyage vous vendent ça, ils vous disent les 3 pyramides de Gizeh, parce que sur ce site, à lui tout seul, il y a 10 pyramides. Et sur toute l'Égypte, il y a 130 pyramides. Donc la 130e, 132e, vient d'être découverte il y a 9 mois. Et tous les 2-3 ans, on trouve encore une pyramide. C'est le pays des pyramides. Il y a un seul pays où il y a un plus grand nombre de pyramides, c'est le Soudan. Il y a 200 pyramides. En Égypte, ce sont 32. Mais c'est très postérieur, et ce sont des pyramides de 4-5 mètres, 8 mètres, 20 mètres maximum. Là, c'est une autre dimension, c'est beaucoup plus ancien, et surtout, c'est inspiré au Soudan, bien sûr, parce que les Nubiens, vous avez entendu parler des pharaons noirs. Donc, c'est seulement quand il y a eu les pharaons noirs, la 25e dynastie, qu'il y a eu des pyramides en Nubie. J'espère qu'elles vont survivre. Donc, Khéops, Khafre Mykarinos, architecture. En fait, il y a, jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment ça a été construit. Parce que la pyramide de Khéops, il y a 3 200 000 blocs de pierre. Un bloc pèse entre 2 tonnes et 70 tonnes le bloc, enfin 3 millions. Donc, il faut, avec les moyens d'époque, des centaines d'années pour construire ça. Et surtout la précision, c'est pas seulement le fait d'emmener des blocs. Et puis, les premiers égyptologues, d'ailleurs, si vous avez lu Astérix et Cléopâtre, il te dit que Obélix et puis Astérix, et puis les Égyptiens utilisaient des pentes. On enseigne ça dans les écoles d'égyptologie aujourd'hui. Il y avait des pentes, et puis il y avait les pauvres Égyptiens, 100 000, selon cette fausse théorie, 100 000, qui tiraient les blocs, et puis il y a un ouvrier derrière avec un fouet. Ça remplace le café du matin pour les encourager à bien travailler. Tout ça, on vient de prouver que c'est faux. Le nombre maximum d'ouvriers qui ont participé à la construction de la pyramide de Khéops en même temps, c'était 6000. Comment on sait? On a trouvé l'endroit où ils dormaient. C'est un égyptologue américain qui s'appelle Mark Lehner. Et puis, il a trouvé le dortoir. Donc, si on les met comme des sardines dans ce lieu, les dortoirs, maximum 6000. En tenant compte de leur petite taille à l'époque. Donc, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de technique. Quelle technique? Alors, il y a eu un égyptologue qui s'appelle Gilles Dormion, un grand homme, un grand monsieur. Il a découvert qu'il y a des vides dans la pyramide de Khéops. Elle n'est pas pleine comme on le croyait.
Et puis, il a trouvé que ces fides sont pleins de sable, qui n'appartient pas à cette région, du sable importé. Et puis, un autre égyptologue, il s'appelle Jean-Pierre Houda, il a découvert, selon moi, il a découvert comment on a construit les pyramides. Il s'est enfermé dans son dans son studio parisien pendant des années, et puis il a trouvé. Et il a dit, en fait, la pyramide de Khéops, elle a été construite de l'intérieur. Donc il y avait une pente intérieure avec cette forme-là qui montait, et puis il tirait les blocs à l'intérieur. Et puis il a dit, mais si ma théorie est bonne, il doit y avoir un endroit où on tourne, une grande salle à chaque niveau où on tourne. Pourquoi? Parce que la base de la pyramide est carrée. Donc si tu montes avec un bloc de 70 tonnes, 70 000 kg en un bloc, il doit y avoir, 200 ans, 300 ans qui tirent, d'accord, 500 ans, mais tu tires, et puis il y a un angle. Si tu changes l'angle, dans le changement de l'angle, tu perds la vitesse, tu perds la force, parce que tu as changé l'angle, le bloc il est là, et toi tu es là, comment tirer sur cette pente intérieure? Alors il a dit, il doit y avoir un espace où il tourne, pour ne pas perdre toute la force. Il n'avait jamais vu les pyramides de ses yeux de toute sa vie. Il propose sa théorie aux égyptologues égyptiens, il lui dit c'est n'importe quoi, et d'autant plus que tu n'as jamais vu la pyramide pour prétendre savoir. Alors il leur a donné une réponse. Il leur a dit, celui qui a construit cette pyramide ne l'avait jamais vue. L'architecte qui a construit cette pyramide ne l'avait pas vue avant de la construire. Et il est venu en Égypte. Et à l'œil nu, il a vu quelque chose que personne n'avait remarqué, parce que tu imagines, il y a 10 ans, le nombre de gens qui ont étudié les pyramides. Personne ne l'avait jamais remarqué. Moi je l'avais vu 1000 fois, je n'avais jamais remarqué. Ça, cette partie-là, c'est l'endroit où on tourne. Et il a la phobie d'escalader. Alors il a envoyé un autre égyptologue américain, il lui a dit tu montes, lui il est français. Donc je pense qu'il a envoyé Mark Lehner, celui qui a découvert les dortoirs. Donc il lui a dit tu montes et regarde, si c'est creux, c'est l'endroit où on tourne. Il y en a beaucoup. Et il est monté, il a trouvé de l'air qui sort, il y a un trou. Effectivement, ça c'est confirmé. Il y a une chance de 99%. Peut-être il y a quelques détails qui manquent à la théorie, mais vous allez le voir. Donc les pyramides à l'origine étaient liées, pas au Nil, mais à un bras du Nil, pour pouvoir déplacer les blocs. Et puis leur positionnement astronomique, ça c'est une autre conférence. Et le destin intervient encore une fois, après la découverte de Jean-Pierre Houda, un égyptologue français, un autre français. C'est bizarre la relation entre la France et l'Égypte. Un égyptologue français qui s'appelle Pierre Talley. Il faisait des fouilles. Vous savez, les Égyptiens faisaient, comme vous l'avez vu dans la mer Rouge, des expéditions. Mais de gigantesques bateaux, ils n'en font pas beaucoup d'expéditions. Donc une fois qu'il a fait une expédition, il démonte le bateau en morceaux. C'était des bateaux démontables et remontables. Des centaines de morceaux de bois, du Liban, le cèdre. Des centaines de morceaux du bois de cèdre. Et liés avec des cordes. Et il faisait des bateaux gigantesques. Une fois que l'expédition est faite, il démonte le bateau, il le met dans une grotte. Et 20 ans après, si un autre roi voudrait, il envoie des gens remonter le bateau. Et il fait son expédition. Donc, Pierre Talley faisait des fouilles là-bas. Ça n'a rien à voir avec les pyramides. Et puis, il trouve dans cet endroit-là où il y avait les marques,
où ils ont magasiné les barques, ils trouvent des morceaux de papyrus. On appelle ça les papyrus de Wadi el-Jarf. C'est le plus ancien papyrus jamais trouvé. Ça date de Khéops. Un témoin oculaire de la construction de la pyramide a laissé... à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écrivaient. Très très peu, même pas 1 sur 1000 des Égyptiens anciens écrivaient. Sur papyrus, c'est en journal de bord et ses mémoires. Reneni, il s'appelle. Donc, on a un témoignage que c'était déjà des humains, que c'était des Égyptiens, qu'ils étaient payés en nourriture. Le nom du monsieur qui recevait les blocs et qui était là à vérifier à ce qu'ils seront payés oui ou non, tout, on a des détails. Bien sûr, on n'a pas la technique de construction, mais on a des détails du service autour. Vous voyez, quelqu'un qui a participé. Bon. Mais il ne dit pas l'architecte, le nom de l'architecte. J'arrive. Ça, c'est les textes de pyramide. Et là, ce sont les plans de travail. Parce que les blocs arrivent, l'architecte en haut, il a besoin d'un bloc qui a une certaine dimension. Alors, les blocs sont posés ici sur les plans de travail. Et puis, il y a des équipes qui donnent au bloc sa forme finale jusqu'à ce que ça monte. On a trouvé ça. Et on a trouvé les graffitis du fils de Ramsès II qui a restauré les pyramides. Et puis, voilà les 10 pyramides, si vous voulez les voir vues de haut. Donc, la pyramide de Khufu, Khéops, Khéphren, Mykarinos. Beaucoup de gens pensent que c'est père, fils, petit-fils. C'est peut-être père, petit-fils, arrière-petit-fils. Parce qu'il y a un roi dont je vais parler qui a fait une pyramide que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis, les princesses, elles ont 1, 2, 3 pyramides. 1, 2, 3 pyramides, ça fait 6 plus 3 royales, ça fait 9. Et il y a la dernière petite fille de Khéops, elle s'appelle Khentkaouès, elle a une pyramide là. Donc en tout, il y a 10 pyramides. Et puis, on parle d'une œuvre incroyable avec des détails, c'est une conférence à part. Les pyramides avaient des revêtements lisses, comme du marbre. C'était blanc, c'était brillant comme des étoiles. Et il y avait au sommet le benben, le pyramidion, qui était recouvert d'électrons pour donner cet effet étoile. Et le voilà, le benben, qui était recouvert d'électrons. Mais ça appartient à une autre pyramide, c'est pas la pyramide de Khéops. Et c'est là que Thalès a vérifié énormément de théories géométriques, de théorèmes géométriques, pour arriver à ce niveau de perfection. C'est ce que je voulais dire, c'est pas un architecte. Ce sont les disciples d'Imhotep. En fait, c'est une école d'architecture. Parce que je pense qu'un homme a fait ça. Il ne suffit pas d'une vie. C'est l'Égypte. Et ce sont les érudits. Et ce sont les disciples d'Imhotep. Vous allez voir. Donc, et là, c'est du papyrus qui date du Moyen Empire, l'an 2000 avant Jésus, basé sur les calculs géométriques des pyramides. À l'époque, Thalès a découvert qu'à l'époque, quand on faisait une théorie géométrique, on pouvait très facilement dire non, dans la pyramide de Khéops, il n'y a pas ça. Donc c'est devenu une référence pour des milliers d'années, jusqu'à Thalès. Et là, c'est une vue de la pyramide de Khéops d'en haut. Et là, c'est la théorie de Jean-Pierre Houdin. Il y a une autre, bien sûr, il n'y a pas que cet espace ouvert. Donc, si jamais il y a une entrée du couloir intérieur, c'est-à-dire que cette rangée, quand tu regardes la pyramide devant toi de pierre, il y a un bloc où il y a un autre bloc derrière, il y a un bloc où il y a du vide derrière. Donc, ça se mesure. Donc, le soleil tape sur les deux blocs. Le bloc qui a un autre bloc derrière ne répond pas à la chaleur de la même façon qu'un bloc où il y a du vide derrière. Ils ont calculé, il n'y a rien à voir entre ce bloc et ce bloc, c'est-à-dire qu'il y a des couloirs. Mais qu'on n'a pas sorti encore. On les devine. Mais, d'accord. Et puis, donc là,
c'est la pyramide vue de haut. Est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre? Est-ce que Jean-Yves, tu vois quelque chose de bizarre? Bien sûr, là, la pyramide est dénudée. Elle n'a pas le verre, elle n'a pas le revêtement. Elle n'a plus le revêtement. Mais il y a quelque chose de bizarre. Que tu ne vois pas, tu vois un nombre de blocs, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un, il peut lever la main, qui voit quelque chose de bizarre là-dessus? Non. D'accord. Et si je fais comme ça? Bien sûr, les touristes qui sont montés, il y a des graffitis. À l'époque, on pouvait monter. Maintenant, c'est interdit. Maintenant, tu vois quelque chose de bizarre? Non. Et maintenant, en fait, les blocs de l'extérieur suivent le carré qui suit la base carrée. Mais les blocs de l'intérieur font comme ça. Parce que l'escalier, enfin la pente faisait comme ça, donc ça se termine comme ça. Regarde. Tu vois maintenant? C'est pas droit. Donc maintenant qu'il a sorti cette théorie, on commence à trouver de plus en plus de preuves que ça a été construit de l'intérieur. Il n'y a jamais eu de pente à l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de place pour une pente. Et il faut le temps pour faire une pente de plusieurs centaines de mètres, fois 146 mètres de hauteur. Et là, voilà la partie où on tourne en montant avec un bloc. Et à Hoffenheim, en Allemagne, il y a un musée où il y a la statue de l'architecte de la pyramide de Khéops. Comme je vous dis, il n'y a pas un homme qui a construit ça. Mais on a trouvé sa tombe. Le monsieur s'appelle Haim on a trouvé sa tombe. Et dans sa tombe, le monsieur, il y a une autobiographie, comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et le monsieur, il dit, j'ai été le plus grand de la maison de Thoth. Thoth, c'est le dieu de la sagesse et des connaissances. Et il avait des initiés, des gens éclairés et illuminés. Les initiés de Thoth étaient les plus savants. Et ils avaient une écriture hiéroglyphique cryptée. Donc déjà l'hiéroglyphe, c'est un problème. Imagine des hiéroglyphes cryptés. On a trouvé des textes cryptés hiéroglyphiques, c'est pas déchiffré. On attend un autre, Jean-François Champollion. Il est mort trop jeune, 42 ans. Il n'a pas eu le temps. Donc, ils avaient une autre écriture. Ils avaient des secrets qui n'étaient inaccessibles aux autres initiés. Et lui, il a été le grand des 5 grands, le plus grand des 5 grands de la maison de Thoth, le plus grand des initiés des Chinois. Donc, probablement, un des disciples d'Imhotep. Okay? Donc, quand on a vu des statues égyptiennes anciennes, il n'y en a pas qui ressemblent à ça. Bon, le voilà, le monsieur. Et puis, son père était déjà un homme très lettré. Il a inventé des hiéroglyphes qui ne s'effacent pas. C'est lui qui le dit, le père de Haim. Ces hiéroglyphes-là, en fait, il les incrustait de couleurs pour que ça ne s'efface pas, même à travers le temps. Regarde les hiéroglyphes. Et le voilà Khéops. Donc, en fait, il fait partie de la famille de Khéops. Donc, c'était un prince architecte. Et là, c'est un autre fils de la famille qui était chef des armées. Donc, là, Émirat, donc chef, et on voit un homme avec un arc et des flèches, chef des armées. Donc, les membres de la famille royale, il y avait un chef de l'armée, il y avait un chef de construction, les travaux de construction, etc. Et puis, donc, Khéops. Et puis, bien sûr, vous avez suivi à la télé, on vous a parlé tout le temps de ça, la cachette dans la pyramide de Khéops, où on soupçonne, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé sa momie, on n'a pas trouvé son véritable sarcophage. Le sarcophage que vous avez dû voir en visitant l'Égypte, c'est un leurre, c'est pas la véritable, ça n'a jamais servi. Hein? Donc on cherche toujours le trésor de Khéops, la chambre funéraire de Khéops, les secrets de Khéops. Et la science, comme vous le savez, on a découvert un creux inconnu jusqu'à il y a 10 ans, un creux de la taille de 2 avions Boeing 737. Immense. Et c'est là. Hein? Mais on n'arrive pas à accéder parce qu'il y a 40 mètres qui nous séparent. Pour les Égyptiens anciens, c'était accéder à la lumière. Et le livre des morts s'appelle le livre de la sortie vers le jour. Donc ça commence comme ça, c'est pas fini. Donc il s'adresse aux morts.
c'est pas fini. Comme le soleil se couche, tu t'es couché, mais le soleil se lève, tu te lèveras. Comme le soleil disparaît, tu as disparu, mais le soleil, c'est la sortie vers le jour, le livre de la sortie vers le jour. Donc, quand il dit « je suis devenu le soleil », il est sorti vers le jour. Donc, c'est un bloc de Khéops, on ne sait pas pourquoi il a été arraché, réutilisé dans la pyramide du roi Ounas. Ça, c'est un fils du roi Khéops, il s'appelle Djedefra. C'est pourquoi j'ai dit Khéops et Khéphren, c'est peut-être pas un père et un fils, il y a quelqu'un au milieu. Donc, il a sorti du plan des pyramides de Gizeh, il a construit une pyramide dans une région, regardez s'il vous plaît, voilà Gizeh, là où il y a les pyramides de Gizeh, les fameuses, et puis dans une région plus lointaine, plus haute, ce fils qui a quitté la famille, le projet familial, il est allé construire une pyramide qui n'est pas si grande que cela, mais sur une hauteur, il a dépassé son père d'1 mètre. Vous voyez la technique. Donc, il n'a pas les moyens. Peut-être que l'école des disciples d'Imhotep n'ont pas suivi, mais il n'a pas les moyens de faire une pyramide de Khéops. Alors, il est allé sur une hauteur, il l'a dépassé. De 20 mètres. D'accord. Et voilà, donc il y a Khéops, mais les relations de parenté, c'est pas sûr. Donc Khéops, Djedefra, sûrement, il est fils de Khéops, mais il n'est pas forcément père de Khéphren. Khéops, Djedefra, Khéphren, Mykainos, il y en a un au milieu qui est inconnu. D'accord? Et c'est ce qui reste de la pyramide, malheureusement, l'Empire romain. Donc cette fois-ci, c'est pas les Arabes, c'est les Romains. Ils ont démonté la pyramide bloc par bloc et ils ont utilisé la pyramide comme une carrière. Parce que il y avait une pente facile qui menait vers le fleuve. Donc au lieu d'aller à Gizeh, heureusement, au lieu d'aller à Gizeh, démonter Khéops, ils ont utilisé cette pyramide-là comme carrière. Du coup, grâce à ce crime culturel fait par l'Empire romain, on voit comment était faite une pyramide. Parce que ça, c'est l'œuvre qui précède la construction d'une pyramide. Puis ils mettent des blocs qui couvrent l'infrastructure. Il y a des couloirs, il y a des chambres, il y a des cachettes, tout ce que tu veux. Et après, ils construisent la pyramide dessus. Ainsi, le sarcophage est insortable. Et le voilà, Imhotep. Donc, c'est la seule statue jamais trouvée qui nous indique à quoi il ressemble. Et je vais dire, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il était si important. Plus tard, quand il a été divinisé, il a ressemblé à ça. Donc, dans les temples, on priait quand on tombait malade, parce qu'il s'y connaissait en médecine, en astronomie et en architecture. Donc, entre autres, il est venu le dieu de la médecine et on priait quand on était malade. Imhotep, s'il te plaît, je voudrais guérir, etc. Donc, il a été divinisé lui aussi. Il a construit une pyramide beaucoup moins haute que la pyramide de Khéops, les blocs de pierre beaucoup plus petits. Mais sa particularité, c'est qu'avant lui, on construisait en briques crues. Donc, j'ai oublié de vous dire, architecte, si tu cherches, archi en grec veut dire supérieur ou au-dessus. Tectone, c'est maçon. Enfin, charpentier, menuisier, quoi. Parce que en Grèce, avant de construire en pierre le Parthénon, ils construisaient en bois. Donc le chef des charpentiers ou des menuisiers, architectone. Donc, pour devenir architecte, entre autres, tu peux changer les matériaux, inventer, révolutionner le matériau. Donc, avant Imhotep, il y avait des colonnes, mais des colonnes en briques. Lui, il a fait des colonnes en pierre. Il y avait des escaliers en briques. Lui, il a fait des escaliers en pierre. Donc, il a révolutionné l'architecture. Mais pas que. Donc, là, c'est le mur d'enceinte sur des centaines de mètres, des kilomètres. D'épaisseur de 10 mètres, de longueur de kilomètres. C'est le mur d'enceinte de la pyramide que vous venez de voir. La pyramide à degré de Saqqara, construite par Imhotep. Et ça a cette forme géométrique bizarre que vous voyez. C'est pas un mur solide. Il est travaillé géométriquement.
regardez bien cette forme-là, parce qu'on va la retrouver en briques tout à l'heure. Les plus anciennes colonnes jamais trouvées de toute l'histoire humaine. La pyramide de Djoser, la pyramide de Djoser, les colonnes, vue de haut, mais sous la pyramide de Djoser, heureusement que vous avez vu la pyramide de Djedefra, on a trouvé un labyrinthe de 7 km. Moi je lisais 3600 mètres, 7 km. Il y a un labyrinthe de 7 km sous la pyramide de Djoser, sur plusieurs niveaux, et ils ont même trouvé des squelettes apparemment de voleurs qui sont morts, perdus dedans. Et ils ont trouvé une partie du squelette du roi Djoser, le roi qui a été fasciné par Imhotep. Donc, et dedans, les 7 km, c'est pas des murs. Regarde, 7 km décorés de faïence bleue. Pour faire cette faïence bleue, on est en l'an 3000 avant Jésus. Pour faire cette faïence bleue, il faut un four de 1000 degrés centigrades. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment ils ont pu faire des fours de 1000 degrés centigrades pour faire toute cette faïence bleue. Et elle n'est pas collée avec du plâtre. Elle est cousue avec des cordes au mur. J'espère que j'ai la photo pour le montrer. Et il y a une photo du labyrinthe d'ailleurs. C'est rare, voilà. Parce que quand tu es sur site, tu as des plans qui ne montrent pas le labyrinthe. 7 km. Tout ça, c'est sous la terre. Attends. Et là, c'est une pyramide moins ancienne. Le sceau royal. Le grand architecte, et puis celui qui voit le premier. Il décrit Imhotep, il dit, c'est le monsieur qui voit le premier. Donc, tu peux le traduire comme tu veux. Littéralement, celui qui voit le premier, pour moi, c'est le grand stratège. Parce qu'il voit le premier. Vous voyez, une fascination. D'ailleurs, quand j'ai eu l'honneur de reviser les romans de Madame Roselyne Jacquero, qui a fait l'introduction tout à l'heure, et elle a fait un livre sur Imhotep, le petit prince d'Égypte, et elle m'a demandé de reviser tout ce qui est historique dedans pour que ça concorde avec l'histoire. Et elle m'a demandé comment s'appelle la femme d'Imhotep. Alors je lui ai dit, il n'a jamais eu de femme. C'est un homme qui n'a jamais eu de femme. Et puis, elle m'a dit, mais je regardais, elle s'appelle Rempet. Et Rempet, c'est sa femme. On lui a attribué une femme quand il a été divinisé. J'ouvre une parenthèse. Jésus, est-ce qu'il a eu une femme? Obligatoirement. Est-ce qu'on dit qu'il a eu une femme? Jamais. Parce qu'à l'époque, s'il n'avait pas eu de femme, il aurait été insulté par ça. Il n'a jamais été insulté par ça. C'est-à-dire qu'il avait une femme. Je trouve ça... Bon, bref, on ferme cette parenthèse. Donc, Imhotep, selon... Si tu remontes au texte de l'époque, on ne mentionne pas une femme. Mais en ce moment, enfin, plus tard, quand il a été divinisé, on lui a attribué une femme. Pour qu'il soit complet. Pour qu'il soit idéal. Pour qu'il soit conforme à ce qu'on voulait qu'il soit, qu'il devienne. Vous voyez? Mais si tu remontes, on ne mentionne pas une femme. Il a vécu homme. Et cette fascination entre lui et Joseph. Le roi, il a écrit sur sa statue les titres de son architecte. Bon. Et puis, cette forme géométrique que tu as vue, il y a des cobras qui protègent ce que tu as vu là, le mur d'enceinte. Tu vas me dire pourquoi un mur d'enceinte pour une pyramide? Une pyramide, c'est une pyramide. Il n'y a pas d'autres pyramides qui ont un mur d'enceinte. En fait, il a fait un palais en pierre. Ainsi, le roi, là-bas, il aura un palais. Donc, Saqqara, c'est un simulacre de palais royal. C'est pourquoi elle a un mur. Et un mur d'un palais royal doit avoir des gardiens. Et voilà les gardiens. Là. Tu vois les cobras? Ils protègent les portes. Et puis, ça c'est très important. Tu te rappelles quand on a parlé de la coupole de Sainte-Sophie qui s'est écroulée au bout de 20 ans, et puis les rois peuvent accéder. On a trouvé ce brouillon d'une voûte. Donc, de sa main,
il étudiait les voûtes en l'an 3000 avant Jésus. Le plus grand secret des compagnons au Moyen-Âge, ce qui fait le saut du roman vers le gothique, c'était la clé de voûte. Le plus grand secret des compagnons, c'était la clé de voûte. Imhotep a étudié la clé de voûte 4000 ans avant. Donc, on a trouvé ça, c'est à la main, et tu ne le vois pas très bien, alors je vais te faire comme ça. Une pomme était divisée en 4 doigts. Ça, c'est la règle qu'on a vue tout à l'heure. Hein? Donc, il a utilisé ces proportions pour donner les angles d'inclinaison et les proportions. Donc là, voilà. Ça date de l'an, à 3 siècles près, 3000 avant Jésus. 4000 ans au moins avant les compagnons et les clés de voûte. C'est incroyable. Bon. Surprise, on pensait que l'œuvre d'Imhotep, c'était Saqqara. La Première Guerre mondiale a lieu. Il y a un égyptologue français qui fait des fouilles au delta, dans le delta égyptien, dans le nord, c'est Alexandrie, et il découvre des tombes royales intactes, avec le trésor et tout, comme tout en canon. Mais parce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a personne, il n'y avait pas eu la même propagande. Il s'appelle Pierre Montry, un très grand égyptologue. Malheureusement, il n'a pas eu la même réputation ou renommée que Carter, Howard Carter, qui a découvert le monde. C'était à l'époque du roi Farouk. Alors le roi, c'est une première. Jusque-là, les rois d'Égypte envoyaient un Auguste Mariette, un Maspero. C'est ton travail, tu le fais. Le roi ne se déplace pas. Le roi Farouk s'est déplacé en personne. Et dans une grande pompe, ils ont sorti les momies de ses prédécesseurs, rois d'Égypte, pharaons, et leurs trésors, et accompagnés par l'armée pour les protéger jusqu'au Caire. C'est exposé maintenant au musée de la place Saint-Roch. Pierre Montry. Mais la Deuxième Guerre mondiale a fait qu'il y a eu de moins en moins d'égyptologues étrangers. Un égyptologue égyptien, le voilà, d'une famille copte orthodoxe, qui s'est convertie, toute la famille s'est convertie à l'islam. C'est un sujet très très délicat en Égypte. Tu ne changes pas de religion. Ce n'est pas une liberté personnelle parce que tu fais mal à des millions. Donc cette famille-là s'est convertie à l'islam depuis une génération. Et il avait un nom copte, il est devenu Mohammed Zakaria Roné, un égyptologue. Et puis il fait des fouilles à Saqqara, en parallèle avec un certain Jean-Philippe Loher, le très grand égyptologue français. Et c'est lui qui a découvert ce trou. Hein. Et le voilà, Mohammed Zakaria Roné, tu vois qu'il a des traits de visage coptes. Et puis, il a découvert ça. Pour nous, ça ne dit rien. Mais c'est un mastaba. En fait, la pyramide à degrés, c'est plusieurs mastabas l'un au-dessus de l'autre. À degrés. Hein. Mais là, il a trouvé une pyramide à 1 degré. Et sous la pyramide, il a trouvé un trésor. Là, de l'or, qui date de l'an 3000 avant Jésus. Un roi avant Djoser. Après Djoser, je me suis trompé. Après, en fait, Djoser ne s'appelle pas Djoser. Son nom à l'époque, c'était Neterichet, corps divin. Il s'appelait corps divin. Le nom Djoser, c'est-à-dire le divin, lui a été donné très tardivement. Hein. Donc, son successeur s'appelle Sechem-Chet. Sechem-Chet, puissant corps puissant, corps divin. Hein. Donc, corps puissant. Et il a trouvé ce trésor de l'or. Hein. Et on a découvert que c'est Imhotep aussi. En fait, il est resté architecte sur plusieurs rois. Et le voilà. Et comme Carter, les photos en noir et blanc de Carter qui sort les trésors de Toutankhamon, puis on fait le tour du monde et tout, la même chose, c'est répété 20 ans après, parce que Carter 1922, ça c'est 1954, 30 ans après. Ces photos ont fait le tour du monde. Et la Deuxième Guerre mondiale était terminée, donc on a fait la tête à ça.
Et c'était la plus grande nouvelle mondiale. Pas seulement un trésor comme Toutankhamon, mais un trésor comme Toutankhamon qui date de 2000 ans avant Toutankhamon. Donc il a trouvé de l'or, donc sûrement, et voilà le nom du roi qui a suivi Djoser, il s'appelle Sekhemkhet. Ça c'est le mot corps en égyptien, et Sekhem puissant, donc corps puissant il s'appelle, peu connu. Et voilà, en fait c'est dans la région de Saqqara. Et il a fait des fouilles en dessous, comme tu vois c'est le commencement d'un degré de pyramide. Et ça, c'est une représentation qui a été trouvée sous la pyramide de Sekhemkhet. Et c'est une partie du trésor en or qu'il a trouvé. De ce complexe a la même forme que le complexe de Djoser. Et il a trouvé, et ça c'est vrai, il a trouvé un sarcophage en marbre jaune, en albâtre, gigantesque, massif, et sans couvercle. Ce qui n'est pas normal du tout, avec une ouverture coulissante sur le côté. Il n'y a pas de sarcophage égyptien qui a ça. Hein. Donc le voilà, le sarcophage. Et ça, c'est la pyramide de Sekhemkhet qui devait être plus grande. En fait, elle s'est écroulée. Elle devait être plus grande que celle de Djoser, mais elle n'a pas le labyrinthe en dessous. Vous voyez ? Et elle devait être le voilà, donc couverture médiatique incroyable. Et le voilà, le sarcophage, c'est du jamais vu en marbre. Et c'est décellé, même lui, il a essayé de l'ouvrir, ça n'a pas marché, il a dit tant mieux, ça sera une ouverture officielle comme Carter et Toutankhamon. Donc, donc cette partie, c'est la partie qui reste aujourd'hui, et ça. Mais ça manque, cette partie-là. Donc, et Djoser, c'est 204 pieds, Sekhemkhet, 80 mètres, quoi. Et Sekhemkhet, 230 pieds, donc ça devait être plus grand si jamais ça avait survécu Djoser, enfin Imhotep. Parce que postérieur et on a trouvé le nom d'Imhotep dans le deuxième complexe, il a des œuvres. Hein. Donc le voilà, regardez, couverture médiatique incroyable, il a été renommé dans le monde entier. Hein. Et ça c'est après l'ouverture, mais attendez, ça c'est les titres d'Imhotep, ça ne nous intéresse plus. Ça c'est avant. Bref, donc un sarcophage scellé de l'époque égyptienne ancienne, jamais un homme ne l'avait ouvert auparavant. De l'or déjà trouvé, donc sûrement c'est une couverture, c'est une tombe royale. Tous les éléments d'une très très grande découverte. C'était en 54, Nasser. Donc, dans une très grande pompe. Tous les journaux d'Égypte et du monde arabe, rappelle-toi du contexte politique de l'époque, étaient présents. Et les journalistes du monde entier. Comme Toutankhamon, mais pire, parce que... Et puis Nasser, dans une grande pompe, était là, et les journaux, et les photographes, et il ouvre, et il trouve rien. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu une autre... Il a fait un tour dans le monde entier, malgré tout, surtout aux États-Unis, comme Carter, pour parler comment il a de raconter sa découverte. Mais de retour en Égypte, la police, tous les 2-3 jours, l'appelait, investigation. Il y a une barque qui manque. En fait, Jean-Philippe Louer avait trouvé à Saqqara une belle barque funéraire. Elle manque, on ne la trouve pas. Tu l'as vendue aux États-Unis. Tu es accusé de l'avoir vendu. Ce grand égyptologue, Mohamed Zakariya, tu es soupçonné, et ça se répète, il a été en prison. Il sort de prison, il se jette dans le Nil et il meurt noyé. Et l'histoire a disparu, on ne la retrouve plus, tu ne la trouves plus. Et cette barque qu'il a été soupçonné de vendre aux États-Unis, Jean-Philippe Louer n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'il ait trouvé la barque dans un coin dans le stockage du musée de la place Tahrir. Il l'a trouvé. Mais il était déjà mort, l'autre, il était noyé. Donc il n'a pas pu le sauver.
j'ai eu le plaisir de visiter ce complexe en briques crues. Et le mur d'enceinte, c'est une copie du mur, mais en briques, du mur d'enceinte de Saqqara. C'est-à-dire qu'il y avait de grands architectes avant Imhotep. Ça, c'est un siècle avant Imhotep. Donc, l'œuvre d'Imhotep, c'est pas la forme. L'œuvre d'Imhotep, c'est le matériau, la révolution dans le matériau. Et là, on voit son nom. Donc là, Ma'a, celui qui voit le grand, le grand qui voit le premier. Imhotep. Donc Abydos, ceux qui ont visité Abydos, ils savent, ils ont vu le temple de Séti Ier, et puis l'Osiréon, et l'endroit le plus sacré, le pèlerinage des Égyptiens était là-bas. Il y avait énormément de tombes royales, et les pèlerins allaient pour visiter toutes les tombes royales. Ça durait 3 jours. Un quart d'heure. Il reste un quart d'heure. Donc le pèlerinage durait des jours. Il faisait toutes les tombes royales, entre autres la tombe du roi Kha-Sekhenwi. Et ce mur a une porte unique. Enfin, il y a la porte d'entrée, il y a une porte bizarre qui donne sur l'ouest. Et pour eux, l'ouest, c'est là où se couche le soleil. C'est la fin. Donc, et c'est par là que l'âme s'en va, et c'est par là que l'âme revient. Donc, une copie. Donc, j'ai eu le plaisir de découvrir une copie plus ancienne de l'œuvre de Imhotep. Voilà cette porte-là. Puis tu as ce que tu ressens sur place, c'est incroyable. Tu es là, tu marches beaucoup pour atteindre. Et puis en plein désert, tu trouves cette enceinte. Et puis tu trouves cette porte. Elle n'a pas de porte, elle est ouverte sur l'au-delà. Et ce que tu ressens, c'est très puissant. C'est à Abydos, c'est à mi-chemin entre le Caire et Luxor. C'est hors des chemins touristiques ordinaires, quoi. Et puis, une belle surprise aussi, il y a un an, on a trouvé de gigantesques fabriques de bière, parce qu'il y avait des milliers de pèlerins pour donner de la bière à tous ces pèlerins qui passaient des jours à faire le pèlerinage. Et on revient à la plume. Comme je vous ai dit, la plume était symbole de l'ordre universel, le mat, et le cœur de l'autre côté. Et comme je vous ai dit, le cœur, c'est le siège des intentions, et la plume est le symbole de l'ordre et la justice et l'égalité. Et lui-même une déesse de l'ordre universel qui s'appelle la déesse Mat. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition.